Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Mardo. Et moi, c'est Jerry. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité qui est connu de la communauté, un bon père de famille, un pasteur. Mesdames et messieurs, je vous présente M. Asmic Jean-Jacques. Asmic, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Good. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Asmic, encore bienvenue. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, on aimerait savoir qui est Asmic. All right. Alors, moi, Asmic Jean-Jacques, je suis un homme passionné, un père de famille, quelqu'un qui aime la vie. J'aime ma famille, j'aime ma communauté. Et comme je dis, je suis quelqu'un de passionné. Et je suis en mission, j'ai une vision et je suis en mission. Et alors, c'est qui que je suis aujourd'hui? Je suis, comme je vous disais, dans une mission à faire la différence autour de moi. Et c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Donc, tu disais que tu étais père de famille. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu as combien d'enfants d'ailleurs? Oui, alors moi, j'ai 4 enfants biologiques, mais je suis le père de 7 enfants et je suis aussi grand-père. Et alors, c'est ma situation familiale. Grand-père, hein, déjà? Wow! Alors, on voudrait savoir, quelle était la réaction que tu as eue la première fois que tu as su que tu allais être papa? Oui. Alors, j'ai été père à un très jeune âge. Je pense que j'avais 16 ans lorsque j'ai eu la nouvelle que ma copine à l'époque était enceinte. Alors, c'était un choc parce que c'est un enfant qui attend un enfant et ça a été un choc pour moi. Mais juste l'idée de pouvoir, on peut dire, être l'auteur, pas l'auteur de la vie, mais de pouvoir reproduire la vie, c'était quelque chose de « wow, moi qui va avoir un enfant », c'était un choc, mais je peux dire que j'étais quand même excité à l'idée. C'est sûr que ça peut être, ça peut faire peur, de savoir tout le futur qui vient après ça, mais je pense qu'en résumé, j'étais quand même excité à l'idée que wow, je dois avoir un enfant. Que tu vas avoir un enfant. Wow! Merci. Wow. Donc, tantôt, tu nous as parlé que tu avais 4 enfants biologiques, mais tu as une famille élargie de 7. Donc, peux-tu nous expliquer un peu, il y a différents concepts qui peuvent exister qu'on veut élargir notre famille, qu'on veut aider d'autres enfants. Il y a le concept de famille d'accueil, mais toi, tu as le concept de famille de proximité. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce concept-là, puis c'est quoi la dynamique dans ta famille avec tes enfants biologiques et ta famille plus élargie? Oui. Alors, nous, on vient d'un background où on veut dire tout le village, c'est la famille, tous les gens du quartier, c'est la famille. Mais dans mon contexte à moi, c'est où ce que, on peut dire à cette époque où c'est vrai, j'ai mes enfants à moi et j'ai aussi élevé mes nièces et mon neveu. Et alors, lorsqu'il était venu le temps où ce qu'on peut dire de venir supporter la famille, eux autres, ils avaient des enfants, une de mes nièces avait des enfants, et ils n'étaient plus en mesure de prendre soin d'eux. Alors, moi et ma femme, on a dû assumer le rôle de parents. Alors, et ça nous a tout de suite interpellés. C'est vraiment, on peut dire, l'instinct, c'est, écoute, il faut qu'on soit là. Alors, depuis ce temps-là, c'est venu nous chercher et on essaie d'être, on peut dire, la figure parentale pour ces enfants-là. Wow, ben, chapeau à toi et ta femme parce que je le sais que beaucoup de parents aimeraient des fois tendre la main pour pouvoir aider d'autres enfants qui en auraient besoin, mais déjà d'en avoir soi-même, des fois on se dit « Ah, nos capacités sont un peu limitées », mais toi tu en avais 4, puis tu as dit « Ben non, je vais en prendre plus, the more the better », comme on dit. Alors, mais chapeau à toi et ta femme définitivement. Là maintenant, pour le monde qui nous écoute et puis qui ne connaissent pas exactement qu'est-ce que toi tu fais, Asmic, pour la communauté, il y a un organisme à Pierrefonds qui s'appelle La Corde. Alors, est-ce que tu pourrais prendre le temps de nous expliquer c'est quoi La Corde, qu'est-ce que ça fait dans la communauté, puis pour quel quartier, pour qui,
C'est quoi la corde? Oui, alors pour commencer, comme tu as dit, la corde dans quel quartier? Nous, on opère dans un quartier qui s'appelle Cloverdale, pour ceux qui sont un peu plus familiers, à Mabé, dans l'ouest de l'île. Et un peu les caractères de cette communauté. On parle d'une communauté qui a à peu près 56 différentes nationalités, alors c'est vraiment très varié, démographique, très varié, 56 différentes nationalités différentes. On parle aussi un secteur qui est caractérisé avec beaucoup d'enfants. On dit c'est un secteur, il y a à peu près 1800 enfants. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de nouveaux arrivants aussi. Et alors, on a vu aussi que dans ce quartier, les caractéristiques aussi caractérisées par certains fléaux, bien on peut dire comme ça, certaines situations difficiles. On parle de pauvreté, on parle aussi de manque de ressources et ainsi de suite. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, ça fait déjà 15 ans, on a décidé écoute, comment on peut venir en aide aux jeunes et aux familles du quartier. Alors c'est comme ça qu'on a parti l'organisme Jeunesse sans limite, on a parti le centre La Corde pour venir en aide aux jeunes et aux familles de ce secteur. Wow! Puis la corde, c'est quoi qu'ils offrent comme service exactement pour les jeunes? Alors nous, notre vision, comme on a dit, c'est de nous tenir dans la brèche et pouvoir aider ces communautés-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a une des analyses que nous avons faites. Nous avons vu que pour briser le cycle de la pauvreté, c'est à travers l'éducation. Quand on parle d'éducation, on parle de l'éducation académique, mais on parle aussi d'éducation au niveau faire les bons choix aussi, parce que souvent, nos jeunes, ils n'ont pas les informations, mais les enseignements, ou bien ils ne sont pas équipés pour faire des bons choix. Ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de père dans leur vie, et ainsi de suite. Alors on a dit, écoute, on veut aider ces jeunes-là. Alors, à travers l'éducation, et on a fait aussi le lien de l'éducation à travers la nutrition. C'est-à-dire, dans le fond, avec un estomac vide, écoute, c'est difficile que j'apprenne à l'école, c'est difficile que tu as mon attention, je vis des situations très difficiles. Alors, l'éducation, la nutrition. Alors, on a combiné le tout. Alors, les enfants, chaque matin, viennent prendre un petit déjeuner à notre centre avant de se rendre à l'école. Et ensuite, ils vont à l'école et ils reviennent à l'heure du midi, on leur donne un repas chaud. Et après l'école, ils reviennent encore à notre centre et on les aide au niveau académique avec leurs devoirs. Puis on a aussi des ateliers, aussi tout ça pour pouvoir leur mentorer, pour les équiper dans leur développement. Wow, mais bravo. Puis tu sais, moi personnellement, je connais quand même un peu la corde, puis je pense aussi, qu'est-ce qui est génial dans cet organisme-là, c'est que vous êtes en mesure de venir apporter un certain soutien que peut-être la ville ou d'autres organismes ne sont pas nécessairement capables de rejoindre les gens, surtout côté financier, parce que je sais que aussi vous aviez des camps de jour pour les jeunes que vous offriez. Alors déjà, tu sais, tu permets à cette communauté-là qui, des fois, quand tu es dans un cycle de pauvreté, tu dis, ah, tu sais, mes enfants n'iront jamais vraiment dans un camp de jour ou utiliser ce genre d'activité-là. Alors, ben, bravo, chapeau, merci. Oui, tout à fait. Tout à fait, félicitations. Puis, je pense que l'implication, en plus, ne reste pas au niveau local. Je pense que ton implication va au-delà des frontières et même prend source à la terre natale. Haïti. Peux-tu nous parler un peu de ton implication en Haïti? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, alors en Haïti, ça m'a interpellé. Je pense que ça a interpellé tous les Haïtiens, pas juste les Haïtiens. Moi, je me souviens, j'étais dans mon salon et j'ai vu le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, j'ai vu les images et j'étais dans mon salon et je me suis senti interpellé. Ça venait me chercher. Encore une fois, je suis un homme passionné. Je voulais faire quelque chose un peu comme tout le monde. On veut faire quelque chose, mais quoi faire? Et je me souviens, ça m'a pris, j'ai dit à ma femme, il faut que j'aille en Haïti, il faut que j'aille en Haïti. Et c'est comme ça, je me suis rendu en Haïti. À l'époque, l'aéroport était fermé parce que tout était détruit. J'ai dû passer par la République dominicaine. J'ai formé une équipe. On est allé là-bas avec de l'aide, des médicaments, des tentes et ainsi de suite pour venir en aide au peuple. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment touché lorsque je me suis rendu en Haïti, c'est les enfants. C'est les enfants de la rue, les enfants abandonnés. Haïti, c'est déjà un pays, on peut dire que la situation était déjà très difficile, mais le tremblement de terre, on parle d'un quart de million de personnes qui sont mortes en quelques secondes. Alors, ça a laissé des enfants qui, dans une situation précaire, ils ont perdu leurs parents. C'était déjà très difficile. Et moi, lorsque j'ai vu les enfants, ces enfants-là, j'ai dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Vous savez, il y a une histoire que je vais raconter, que ça m'a vraiment touché. C'est lorsque j'ai vu des enfants qui dormaient dans des cimetières.
Et puis, j'ai demandé aux gens pourquoi ils dorment dans les cimetières. Ils disent, parce que vous savez, il y a des enfants que pendant la nuit, qui ne vont pas faire la nuit. Alors, dans le fond, ils vont mourir dans le cimetière. Alors, dans le fond, ils sont déjà là. Fait que les enfants, ils ont l'habitude de dormir dans des cimetières. Alors, j'ai dit, wow, Seigneur, c'est pas possible. On dirait que c'est dans une autre planète. Moi, j'habite dans un pays où les enfants, on joue dehors. Alors, j'ai dit, non, absolument, il faut que je fasse quelque chose. Et je suis revenu ici au Canada et c'est comme ça qu'on a eu la vision de commencer un orphelinat, un refuge pour les enfants. Alors, c'est comme ça que c'est parti, la vision. Wow! Mais chapeau. Chapeau à toi et toute ton équipe parce que je pense qu'en étant haïtiens nous-mêmes, ça vient nous chercher, c'est sûr. Lorsqu'on a vu le tremblement de terre, même moi, déjà, tu penses à ta famille qui est là-bas, tu es comme, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Puis, qui que je peux vraiment faire confiance aussi dans la situation, parce qu'on s'entend dans tout gros malheur, des fois, il y a du monde qui vont profiter un peu de cette situation-là. Mais bravo, puis merci pour ce que tu fais pour les enfants et pour la communauté haïtienne. Alors, ma prochaine question, c'est à chaque fois qu'on parle d'ASMIC, à chaque fois qu'on a des entrevues avec ASMIC, il y a toujours une date qui revient par rapport à ASMIC. Puis là, si je ne me trompe pas, tu as fêté dernièrement un anniversaire. On parle du 18 mai. C'est quoi le 18 mai pour ASMIC, si tu peux nous... Le 18 mai 2002, exactement, c'est une date très importante dans ma vie. On peut dire comme ça que c'est là où le ASMIC est mort et le ASMIC a repris vie. Un autre ASMIC est mort, complètement disparu et un nouveau ASMIC est venu. Alors, c'est cette journée où je peux dire que j'ai fait un choix dans ma vie. Ce choix-là a changé toute, je peux dire, ma destinée. Ma généalogie aussi, je pense, mais tout a changé. Alors, c'est le 18 mai, dans ma cellule en prison, où j'ai fait un choix, où j'ai décidé d'abandonner ma vie d'autrefois pour accepter de suivre mon Créateur. Et cette journée-là, j'ai fait ce choix-là et j'avais déjà entendu parler de Dieu. Mais cette journée-là, j'ai dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, Dieu, mais je veux te connaître. Et cette journée-là, j'ai sorti le drapeau blanc et j'ai dit, that's it. Alors, c'est le 18 mai 2002, effectivement, ça fait déjà 19 ans, ce U-turn. Et puis, tu dis, tu as accepté Dieu. Mais je pense pour le monde qui ne te connaissent pas nécessairement à la maison, est-ce que tu peux rentrer en détail? Parce que c'est pas juste, je vais accepter de changer ma vie. Tu es allé plus loin que ça. Là. On parle, tu es pasteur. Oui. Vous savez, c'est comme on vit dans une situation où il y a un virus dehors. Hein, puis c'est tellement, écoute, 2 mètres de distance et ainsi de suite. C'est tellement, on peut infecter les autres. Même moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que moi, le 18 mai 2002, j'ai été infecté par un virus. Hein. Et ce virus, moi, je l'appelle, c'est l'amour. Vous savez, dans la rue, moi, je suis un gars de la rue. Dans la rue, on parle différents langages. Moi, je parle français, je parle créole, je parle anglais. Mais dans la rue, c'est un langage que je n'avais pas connu, l'amour. On dit beaucoup de choses. Yo, t'es mon partenaire, puis c'est l'amour. Puis, écoute, la rue, écoute, les choses sont comme ça. Mais vraiment, moi, je peux dire comme ça que cette journée-là, j'ai vraiment l'amour parce que c'est quelqu'un qui est venu me voir en prison. C'est un pasteur qui est venu me voir en prison. Et ce pasteur-là, il a commencé à me parler un langage, comme vous dites, que je ne parle pas. Moi, je parle violence, c'est ça que je parlais. Et puis, il a commencé à me parler d'amour. Et puis, moi, je peux vous dire que ça a commencé à faire une fissure dans ma carapace, ce langage-là. Quelqu'un qui vient me visiter, moi, quelqu'un qui prend le temps pour me parler et qui voyait du potentiel à l'intérieur de moi, qui voyait quelque chose que peut-être que même moi, je ne voyais pas. Et alors, moi, ça m'a vraiment touché. Le message aussi, ça m'a touché. Et puis, comme je dis, moi, je suis quelqu'un de passionné. Alors, c'est soit 0 ou 100, et ainsi de suite. Et je dis toujours, if you gotta be a monkey, be a gorilla. Alors, you can't be fake, on ne peut pas être faux, on ne peut pas... Et alors, ce message-là m'a touché et ces journées-là, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre et je ne veux pas te suivre à moitié et je ne veux pas te donner 90 je ne veux pas te donner 99 je veux te donner 100 Et je pense que c'est cette journée-là que
pris cette décision. Wow. Et ce n'est pas une décision, c'est ma conviction. Moi, je trouve que c'est un super beau message, parce que souvent dans nos vies, on va faire des erreurs, on va des fois avoir ces moments-là où à l'instant même, on prend une décision, puis on veut changer les choses. Puis c'est un super beau message que tu laisses à nos auditeurs puis à nos spectateurs, qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un bon U-turn dans la bonne direction. Puis non seulement tu as décidé de faire ça, mais il y a d'autres actions qui sont venues par la suite, aider la communauté, aider les jeunes. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment honorable là, de ton parcours. C'est vraiment inspirant pour les plus jeunes. Puis quand les plus jeunes viennent te parler ou quand tu parles aux plus jeunes, toi, tu l'as l'expérience. Oui, puis... Ça doit faire une différence. Absolument. Tu sais, puis même que, pour être totalement honnête, là, si on est honnête en même temps, moi je sais que toi, tu as fait une différence dans ma vie, tu sais, quand on était plus jeune, tu sais. Puis quand tu as fait ce détour-là, tu sais, moi aussi, j'étais un peu perdu, si on peut dire, tu sais. Puis je me rappelle encore, là, des fois, je t'en reparle, tu sais, quand j'étais là à 68, puis là, je t'ai vu, puis là, tu m'as parlé, puis là, j'ai fait comme... Mais pourquoi il me parle comme ça? Tu comprends ça? Même moi, c'est venu me chercher, mais par rapport à ton rôle de pasteur, tu sais, je vois que tu vas plus loin. Puis je mentionnais ça à Jerry, que tu sais, tu fais comme des genres de camps où tu amènes des jeunes pour faire des études bibliques. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je suis fils de pasteur. Puis j'ai dit, yo, si moi, là, quand j'étais plus jeune, on m'aurait proposé des activités comme ça, c'est sûr, j'aurais plus aimé ça à la place d'être dans l'église. Tu sais, on est tous jeunes, on n'aimait pas nécessairement être dans l'église, mais d'aller faire des activités de plein air, puis en même temps de parler de Dieu. Moi, j'aurais apprécié ça. Est-ce que tu peux juste nous glisser un mot sur c'est quoi exactement ces activités-là que tu fais avec toi? Moi, je suis quelqu'un de très relationnel. Alors, c'est pas juste écoute, on va te parler, puis... non, c'est relationnel. Alors, chaque jeune, écoute, c'est relationnel. Je le parle, c'est comme mon fils, c'est ce que je veux pour mes enfants, c'est ce que je veux pour cet enfant-là. Et vraiment, c'est établir ce lien-là. C'est très important. Alors, c'est ce qu'on fait avec les jeunes qui viennent à notre centre. Alors, puis aussi de les rencontrer dans leur réalité. On n'est pas là pour leur donner une histoire, puis un conte de fées, pour leur faire peur, mais il faut leur faire la morale. Écoute, il y a d'autres personnes dans leur vie pour leur faire la morale. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour être dans leur vie, pour les écouter, pour les conseiller, pour les aider, pour m'amuser aussi avec eux. Moi aussi, je suis jeune et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme je dis, à chaque année, on a les jeunes de 6 à 12 ans. On a aussi des programmes pour les 13-16 ans. On en a pour les 16-25 ans. Alors, on les rencontre dans toutes les sphères de leur vie, dans toutes les étapes de leur développement. On a des jeunes adultes qui viennent nous voir à 30 ans, 20 ans, 25 ans, et ainsi de suite. Puis, on les parle dans leur situation. On vient les aider là où ils sont. Et alors, c'est ça, on a des programmes pour les jeunes, comme tu dis, des retraites. On s'en va pendant une semaine entre jeunes, on loue un chalet, on fait des activités, on va jouer au paintball, on fait des études bibliques. Écoute, ça peut paraître deux extrêmes. Écoute, on fait du paintball, puis après ça, écoute, on va se parler entre gars. OK, on a 16 ans, c'est quoi les challenges qu'on vit, c'est quoi nos difficultés, on parle de sexualité, on parle de finances, et ainsi de suite. Ce qu'on aurait aimé que nos parents nous parlent, on ne nous a jamais parlé de finances, et ainsi de suite. Alors, on parle de toutes sortes de choses, et on parle aussi des objectifs, et ainsi de suite, parental, et nos plans, et ainsi de suite. Alors, on parle de tout, et encore une fois, là-bas, c'est relationnel, et ainsi de suite. Alors, moi, je trouve que c'est ça qui fait effet. Puis, tu sais, Asmik, tu as mentionné quelque chose maintenant que je trouve extrêmement important, surtout pour la communauté noire. Tu as dit, on parle de sexualité, on parle de finances, certains sujets qu'on aurait aimé avoir ces discussions-là, des fois avec nos propres parents, mais on dirait des fois ça ne vient pas facile dans notre communauté. De plus en plus, on le voit maintenant avec les nouveaux parents, génération Y, on dirait que ça commence à être de plus en plus facile, mais dans notre génération, on n'a pas eu ces talks-là, nous, avec nos parents. Alors, je trouve ça génial que tu prennes cette opportunité-là pour, oui, être
Es-tu une figure paternelle, un frère de quelqu'un de positif, mais en même temps de les éduquer par rapport à qu'est-ce qu'ils vont frapper dans la vraie vie? Effectivement. Et puis, vous savez, nous, nos parents, bon, on est des pères et on peut, maintenant, on est dans la peau de parents et on sait comme ça que nos parents, en général, ils avaient des bonnes intentions, mais leur méthodologie était, était différente. Puis des fois, tu dis, et ainsi de suite. Alors, l'intention était bonne, les méthodes étaient. Alors, nous, aujourd'hui, en tant que père, en tant que parents, écoute, on apprend aussi, on n'est pas des parents parfaits, et ainsi de suite. Et puis, je crois que chaque génération est appelée à exceller la précédente. Alors, c'est ce qu'on fait, on apprend, et ainsi de suite. Et je pense que ça va bien. Wow! Mais Asmic, pour de vrai, je pense qu'on a eu une belle discussion avec toi. Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, à chaque fois que je parle avec toi, c'est toujours comme rassurant. Tu es très apaisant, tu es très posé comme personne. Alors, mais encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu parler un peu de ta paternité, de ce que tu fais pour la communauté. Lâche pas. Toi et ton équipe, pour de vrai, vous faites de l'excellent travail. Alors, de la part de Histoire de Père, de la production, encore une fois, merci et passe une belle journée. Et en terminant, j'aimerais en profiter pour remercier nos commanditaires. Donc, merci à Chad qui nous habille à chaque épisode. Vous pouvez aller magasiner chez eux à la Place Versailles, Galerie Terrebonne et à Saint-Jérôme. Et également notre commanditaire financier, Gaetano Chiara, conseiller financier chez Investors Group. Vous allez avoir leurs détails à la fin de l'épisode. Merci et à la prochaine.